Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. On sait que la plateforme SACLIC, ça a coûté un petit peu plus cher que prévu. Pas énorme, mais juste un petit peu plus cher que prévu. Là, il y a une nouvelle plateforme numérique, c'est la plateforme de gestion des demandes d'immigration permanente qui est censée régler tous les problèmes. Puis ça aussi, ça va coûter un petit peu plus cher que prévu. On parle déjà le dépassement de coût de l'ordre de 3,5 millions de dollars. Il y a le dossier Santé Québec aussi. Ça aussi, ça va coûter un petit peu plus cher que prévu. Vous n'êtes pas tanné de payer Saint-Cyboire. On va en parler avec Nicolas Gagnon, directeur niveau Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Bon, alors, Nicolas, vous dirigez la section Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. La Fédération canadienne des contribuables, elle est présente dans tout le pays. Donc, j'imagine qu'il y a des Nicolas Gagnon un peu dans chaque province. Nicolas, lorsque vous parlez à vos vis-à-vis provinciaux, là, je ne sais pas, de l'Alberta, de Colombie-Britannique, est-ce qu'ils vous disent « What the fuck is happening in Québec » ? Est-ce qu'ils vous demandent ça? Exactement. Ben là, oui, quand on ramène les fameuses discussions sur les différents projets informatiques qu'on a au Québec là, qui tournent au fiasco, effectivement, c'est la question qui revient le plus. Faut dire aussi que nous, à la Fédération canadienne des contribuables, à chaque année, on tient en fait une remise des prix Teddy's pour célébrer d'une certaine manière un peu sarcastique les pires gaspillages qu'on a pu trouver au niveau municipal, provincial et fédéral. Et il y a quelques années, en 2023, on avait déjà donné en fait à la SAAQ en fait son cochon d'or justement pour un des pires gaspillages provinciaux qu'on a pu trouver. Et pourtant, en 2023, pour SACLIC, on n'avait pas encore entendu parler de tous les dépassements de coûts qu'on trouverait par la suite. Donc, ça donne une idée à quel point déjà on trouvait que ça dépassait l'entendement. Puis là, on voit finalement que on est loin d'être au bout de nos peines. En fait, on a l'impression que les projets informatiques au Québec, c'est un peu la supplice de la goutte d'eau. À chaque jour, on trouve un nouveau projet. À chaque fois, on découvre qu'il y a des dépassements de coûts, qu'il y a des délais supplémentaires, qu'on s'est reviré de bord en plein milieu du chemin pour changer d'idée. Et à chaque fois, ben, c'est les contribuables qui en assument les coûts à plusieurs niveaux, tant avec leur portefeuille, avec leurs impôts, ou sinon avec la perte de qualité de service, comme on a pu voir avec le lancement de SACLIC notamment. Exactement. J'espère que lors de votre prochaine remise de prix, vous allez avoir un prix spécial pour le Québec, pour l'ensemble de son œuvre. Ça n'a pas de maudit bon sens. On se demande comment ça se fait. Tous les projets informatiques finissent par... Bon, c'est pas des petits dépassements de budget, là, ce qui serait, bon, compréhensible, à la limite, des dépassements astronomiques, là. Exact, puis il faut le dire, là, on a tout sur le bout des lèvres, SACLIC ou le CIFAR dans le système de santé ou maintenant ARIMA avec le ministère de l'Immigration. Mais il faut voir l'image plus grande encore, c'est là qu'on peut être un petit peu désespéré parce que je me semble que ça a été répertorié par Thomas Gerbet, le journaliste chez Radio-Canada, comme quoi est-ce qu'on a plus de 180 projets informatiques en cours au niveau du gouvernement québécois présentement. Il y en a 66 qui sont en retard, 36 qui sont très en retard, puis il y en a 25 d'entre eux qui ont des dépassements de coûts qui sont déjà au-delà de 10%. Donc, on n'a pas fini là, vraiment de voir à quel point, malheureusement, trop souvent, notre gouvernement a pris des décisions qui sont fâcheuses avec notre argent essentiellement pour des projets informatiques qui mènent parfois nulle part ou qui améliorent pas vraiment les structures ou qui les rendent pas plus rentables. Donc, c'est très malheureux. Puis à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est que le point vraiment en commun en chacun de ces projets-là, c'est le manque de transparence et aussi le manque de reddition de comptes. Ça, c'est deux affaires qui expliquent en bonne partie pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des dépassements de coûts aussi importants. Nicolas Gagnon, une école secondaire au Québec qui va coûter $1,5 milliard. Une école secondaire. Et on parlait avec un entrepreneur en construction qui me disait, moi, quand je dépasse le budget prévu, je dois le payer de ma poche. Comment ça se fait? C'est pas comme ça dans le domaine public. C'est une très bonne question, c'est à voir comment est-ce que les appels d'offres sont effectués par les différents ministères. Dans ce cas-ci, j'imagine qu'il y a des clauses qui font en sorte que essentiellement c'est le ministère qui doit de l'éducation ou le gouvernement du Québec qui assume essentiellement les dépassements de coûts parce que ça serait la responsabilité du ministère. Mais encore là, c'est à vérifier. Mais c'est pas le seul exemple. On peut repenser aussi à l'école secondaire dans le coin de Prévost qui va coûter plus de 220 millions de dollars pour encore moins d'étudiants. Donc on est rendu à se dire qu'une école secondaire, ça frôle
quart de milliard, c'est pas le demi-milliard. Il y a personne qui va s'opposer à la construction de nouvelles écoles et qu'elles soient adaptées aux besoins des jeunes, mais il va falloir se poser des sérieuses questions par rapport aux explosions de coûts dans les projets, pas juste informatiques, mais d'infrastructures. Il me semble qu'on a eu une commission Charbonneau pour faire la lumière là-dessus. C'est pas normal qu'aujourd'hui, en fait, quelques années plus tard, on a l'impression qu'on est revenu au point de départ. Ceci étant dit, je pense pas que ce soit une question de corruption, mais beaucoup plus de mauvaise gestion et de l'octroi de contrats qui n'auraient pas dû être faits comme ça a été trop souvent le cas, malheureusement. Et vous avez vu, l'Institut CDR là, prévoit un déficit au Canada de l'ordre de 100 milliards de dollars. Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens parce qu'il me semble qu'on n'est pas présentement en guerre mondiale. On n'a pas de pandémie non plus qui est en cours. Oui. Donc, on n'est pas dans une situation catastrophique où est-ce que le gouvernement peut justifier qu'on s'endette massivement comme c'est le cas. Faut rappeler que sous l'ère Trudeau, la dette a carrément doublé justement à cause des dépenses incontrôlées du gouvernement en accumulant des déficits à répétition. Et à chaque fois, on disait qu'on allait revenir à des déficits modestes, puis on dépensait beaucoup plus que ce qui était prévu. Et avec Mark Carney, en fait, on s'était fait promettre durant les dernières élections fédérales que le déficit cette année serait plutôt aux alentours de 62 milliards, ce qui est déjà beaucoup trop. Mais finalement, on se rapproche de la marque des 100 milliards à cause des conditions économiques, à cause des investissements supplémentaires. Et il faut rappeler une chose. Au lendemain des élections fédérales, l'agence Fitch avait envoyé un avertissement au gouvernement fédéral que si Mark Carney, en tant que premier ministre élu, allait de l'avant avec son programme, ben, on allait fort possiblement se retrouver avec une décote. Mais on pensait pas que le déficit allait être de 100 milliards à ce moment-là. Donc, il va falloir se poser la question, est-ce que ces déficits-là vont nous emmener une décote? Et si c'est le cas, ben, ça veut dire que la dette va nous coûter plus cher et ça va être de plus en plus difficile pour nous de la rembourser. Et je tiens à dire, présentement, la dette du Canada nous coûte environ 54 milliards de dollars en intérêt seulement par année. Là. Donc, c'est 1 milliard par semaine et plus. Donc, si on rajoute 100 milliards de déficit sur la dette, ben ça veut dire que ça va augmenter. Puis s'il y a une décote en plus, ça va également augmenter. Puis c'est vous et moi qui doivent malheureusement assumer la facture. Nicolas Gagnon, 54 milliards de dollars par année seulement pour payer les intérêts. Vous imaginez si on prenait ces 54 milliards-là puis on l'investissait en éducation, en santé, dans les routes, je sais pas. Ça serait énorme. C'est l'objectif qui devrait être poursuivi par tous les gouvernements. À la fin, il faut se rappeler que la dette a un coût, puis d'accumuler des déficits à répétition sans avoir de but réel ou d'objectif qui nous amène à l'équilibre budgétaire, ben ça a un coût également. Puis au Québec, on n'est pas indifférent face à ça. Je veux dire, à la fin, on a aussi une dette provinciale qui nous coûte cher. Là, cette année, c'est pas loin de 9,7 milliards qu'on brûle essentiellement en intérêt sur la dette du Québec. Donc, au Québec, ça serait quand même pas loin de 10 milliards qu'on pourrait mettre dans n'importe quelle mission de l'État, s'occuper de nos routes, de nos écoles, de nos hôpitaux, en s'assurant qu'il n'y ait pas de dépassement de coûts colossaux, mais également on pourrait remettre cet argent-là dans les poches des gens et leur aider à passer au travers des circonstances économiques qu'on connaît. Malheureusement, l'argent, on préfère la brûler tant à Ottawa qu'à Québec. Nicolas, mon fils qui a 17 ans a commencé à travailler à temps partiel, boss boy dans un restaurant, et j'ai tellement hâte quand il va arriver avec son premier chèque de paye. Puis là, il va me dire, papa, c'est pas exactement ce qu'on me dit que j'étais censé gagner. Comment ça se fait qu'il y a de l'argent qui est parti? Et là, il va devenir un adulte. Là, je vais lui apprendre qu'une partie de sa paye qui est allée au gouvernement. J'espère que les gens vont se fâcher à un moment donné de voir la façon dont on gaspille leur argent durement gagné. Avec raison, puis même qu'on peut faire l'exercice encore plus tôt. En fait, à chaque année, il y a l'Halloween avec les jeunes. Vous pouvez leur laisser aller récolter les bonbons, puis à la fin de leur soirée, vous prenez 33-35% de leurs bonbons, puis vous leur dites, ben ça, c'est la contribution que vous emmenez à la famille. Merci, bonsoir. Puis vous pouvez quasiment les jeter et faire comme le gouvernement par la suite. Je vous encourage pas à le faire. Ça peut être un petit peu traumatisant, mais ça peut être une manière d'éduquer vos enfants sur cette question-là. C'est excellent, parce que j'espère vraiment que les gens vont se fâcher, parce qu'il n'y a rien de plus scandaleux de voir la façon dont on gaspille notre argent. Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec, pour la Fédération canadienne des contribuables, continuez votre excellent travail. Merci.